te cache pas que dans cette chronique, d'habitude on se marre, mais quand j'ai su que tu avais accepté notre invitation, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse du fond, puisque ton histoire est à part. Elle est tellement bien située dans l'environnement un petit peu social, éducation et sport, qu'il fallait qu'on en parle ensemble. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton enfance et surtout ce qui t'a poussé à vivre tes rêves et ensuite à revenir peut-être à une forme de réalité pour justement subvenir un petit peu aux besoins de ta famille. Alors, mon enfance, je dirais que c'est l'enfance de beaucoup d'enfants d'aujourd'hui. Un foyer qui a été bien au départ et puis qui a été détruit par l'alcool. Donc un divorce, une course-poursuite contre la stabilité, on va dire, de deux enfants avec une mère seule, puisque voilà, mes parents ont divorcé. Et puis, voilà, la petite bagarre. Donc ma mère a fait ce qu'elle avait à faire, du mieux qu'elle pouvait. Et moi, bizarrement, j'ai décidé de devenir homme avant l'heure. Donc je voulais aider ma mère, parce que je la voyais faire tellement pour nous que je me disais que je voulais l'aider. J'ai voulu faire tous les corps de métier, comme beaucoup de gamins, sauf que moi, je n'ai pas voulu les faire parce que je trouvais qu'être policier, c'était bien. Je voulais les faire pour gagner de l'argent. Le basket est là, à ce moment-là? Non, il n'est pas là. Okay. Je voulais être éboueur, je voulais être ébéniste, je voulais tous les corps de métier. Okay, mais c'était vraiment pour aider ma mère. Comment le basket arrive un peu dans ton... Le basket arrive grâce à un camarade de classe qui est arrivé fraîchement de la Guyane, qui est devenu mon meilleur ami, qui s'appelle Cédric Médélis. À l'époque, c'était mon meilleur ami. Et il me dit, ah, viens, on joue au basket, etc. Moi, je faisais du foot, comme tout le monde, en rue, etc. Où on m'avait aussi poussé vers l'athlétisme. Parce qu'en classe, j'avais des belles performances, etc. en primaire. Et au club d'athlétisme, j'étais dégoûté parce qu'on s'entraîne comme des fous. Tu fais la compète, tu fais 2 courses, on te dit c'est fini, alors que tu as vomi tout ton corps à l'entraînement et je comprenais rien. Alors que je me disais, mais c'est fou. C'est pas pour moi. Donc, première rencontre avec la balle au collège, dans la cour de récréation. Je mets un panier 2, je vois que ça rentre tout de suite. Je me dis, ah ouais, ça c'est mon truc. T'excelles, tu joues en club. Et j'avance. Rien ne s'arrête. Et là, je me dis, je vais en faire mon métier. Mais encore une fois, j'ai pas honte de le dire, c'est qu'on était dans une époque où la NBA commençait à vraiment exploser. Et qui disait NBA, etc., c'était les dollars, etc. Je me suis dit, ah ouais, moi je vais gagner des dollars pour aider ma mère. Ça semblait fou, mais moi j'y croyais vraiment. Et derrière, en fait, je pensais qu'à ça. Je me disais, le franc, le dollar, il n'y a pas photo. Moi, je veux gagner des dollars et j'ai regardé la NBA comme une cible, en fait, jusque... Comme un projet, très rapidement. Voilà. Donc, tu traverses les États-Unis. Ouais. Comment ça se passe? Je traverse les États-Unis parce qu'en France, mon style de jeu n'est pas approprié. Quelqu'un me le dit et je le vois, hein, parce que j'ai appris, moi, vraiment dans la rue à jouer. Je n'ai pas fait partie des filières fédérales, etc. Donc, quand je me retrouve en équipe de France avec des Tony Parker, des Boris Dio qui jouent vraiment... comme à l'église. Moi, j'arrive, donne-moi la balle, ton système, j'ai pas envie de ton système. Moi, je vais mettre la balle dans le panier, je sais. Voilà. Ça marche pas. Et je peux comprendre. À l'époque, je comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. Et au final, aux États-Unis, j'ai cette liberté. Donc, j'explose là-bas parce qu'on me dit, vas-y, montre-nous. Et à partir de là, je montre tout mon talent. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, les États-Unis, c'est immense. Donc, de réussir dans un coin des États-Unis, c'est très bien. Mais d'être reconnu dans tout un pays, là, c'est autre chose. Surtout un Français. Top 100, hein. Voilà, top 100. Après, dans l'État, top 10, etc. Avec une très belle génération. Hein. Il y avait beaucoup de joueurs. Mais je trouvais ça fou. Mais en même temps, comme j'étais dedans, je me disais, je ne vais pas lâcher. Mais qui dans ta génération? Il y avait des Tyson Chandler, il y avait, juste avant, il y avait Jason Williams qui a eu cet accident de moto, etc. Qui est consultant maintenant pour ESPN. Bon, il y a eu Samuel D'Alembert, il y a eu Dewan Wagner qui était numéro 1, c'était le prochain Iverson. Il y a eu du monde en fait, c'est vraiment... Qu'est-ce qui fait que ça marche pas du coup? Ça marche. Ça marche, mais... Ça marche, moi je décide juste de rentrer parce que... moi, on parlait d'être drafté après le lycée, ce qui était extraordinaire, puisque c'est très peu de joueurs qui l'ont fait. Et je rentre parce que j'apprends que ma mère est malade. Et moi, vu que ce rêve, c'est pas d'aller en NBA pour dire je suis allé en NBA. Par exemple, mon fils, lui, il va aller en NBA parce que c'est un rêve comme beaucoup de gamins qui jouent au basket ou qui veulent devenir professionnels. Moi, je voulais aller pour les dollars. Donc, ma mère me dit qu'elle est malade. Je parle avec le docteur me ment à cette époque, mais je l'ai découvert bien tard.
Donc je décide d'accepter une offre qui venait depuis très longtemps de clubs européens, qui est celle du Real Madrid. Et à partir de là, pour aider ma mère très vite et dire voilà, s'il nous reste peu de temps à vivre, autant aller vivre correctement. Et c'est pour ça que je rentre. Voilà. Mais le rêve américain, je peux dire que moi, je l'ai vécu avec beaucoup de zones d'ombre, hein, parce que je faisais partie des premiers à partir vraiment comme ça, même s'il y en avait eu un petit peu avant nous, comme les Tariq Abdelouad, David Frigou et compagnie, ou David Lesmond, ces joueurs-là, voilà. Mais oui, j'ai vécu le rêve américain. Sans regret aujourd'hui? Jamais. Parce que ton choix était d'abord un choix de cœur et un choix de famille. Maman. Et on peut montrer d'ailleurs le livre, puisque du coup, tu en as fait une histoire à raconter dans un livre qu'il faut se procurer, hein, rien que pour toi, maman. C'est un livre où tu dis tout, cœur ouvert. Je dis tout. À part mes histoires d'amour, mais je dis tout. Voilà. On comprend un peu le chemin, les choix, les décisions, les doutes. Tout. Les forces aussi. Les forces, parce que je pense qu'on apprend. Qu'on nous fasse du mal ou du bien, on apprend. Donc il y a tout dedans. Et puis c'est un livre que j'ai écrit pour remercier ma mère et toutes les personnes qui m'ont aidé, ce que je disais tout à l'heure, en faisant du bien ou du mal, mais pour faire comprendre aux enfants ou à d'autres personnes qu'en fait, c'est pas tout lisse. Voilà, c'est pas tout lisse, il faut y croire. Et voilà. Et Elijah, c'est un livre que tu as lu ou pas? Non. T'en parles un peu avec ton père de son histoire? Pas trop. Pas trop? T'as envie d'écrire ta propre histoire, les États-Unis, je pense que c'est un objectif pour toi? J'ai pas envie d'écrire d'histoire parce que j'aime pas trop écrire. Ouais. Mais même la raconter, non, pas trop. Je préfère écrire sur le terrain, en fait, faire ta propre histoire sur le terrain. Aller aux États-Unis, est-ce que, comme ton père le disait, dans ce chemin, c'est devenu un projet pour lui? Est-ce que c'est un projet pour toi? Ou est-ce que c'est un peu tôt encore? Pour l'instant, tu joues au basket, au Pôle Espoir bientôt, et ça te suffit? Non, c'est un objectif. Ouais. Être pro? Être pro en NBA, pas en France. Est-ce que tu as déjà un manager congolais dans tes rangs qui pourrait... Non, mon manager sera mon Non, père. mais ton papa, il connaît... Non. Hein, lui, c'est les dollars. Moi, je vais te ramener des livres sterling avec un petit peu d'euros et on va faire des pubs Nike et on va manger des kebabs. Ça te... Non bon. Allez, on va finir cette interview décalée. On voulait vraiment parler du parcours de fond de Samuel. On va un petit peu se détendre ensemble. On va vous faire une petite interview. Qui de vous deux? Est-ce que ça vous va? Qui de vous deux est... etc. Et vous me répondez. Okay. Qui de vous deux est le moins ponctuel? Je dirais toi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui viens te chercher des fois et je suis toujours à l'heure. Comment tu vas me chercher? Fois le matin, quand on doit à l'entraînement, on y va, etc. Tu me réveilles. Oui. Quand vous dites le matin, dites aux gens c'est quoi le matin pour vous. Parce que le matin, pour des gens comme moi, filmez-moi, c'est 7 h et j'ai du mal. C'est quoi le matin pour vous? 4h40. Voilà, c'est pas le matin, c'est la nuit. Donc à partir de ce moment-là. Il faut savoir que le papa est aussi le coach, hein, et qu'il donne l'opportunité à son fils de s'entraîner, de se lever tôt pour justement aller le plus. Je lui donne l'opportunité, c'est lui qui l'a saisi. C'est moi qui vais m'entraîner à cette heure-là depuis que je suis très jeune. Et lui, il a décidé de rentrer dans ce créneau-là. Donc en ce moment, voilà, on est là-dedans. Et le jour où il voudra décrocher de ça, il en aura le droit. Mais c'est ma séance d'entraînement à moi dans laquelle lui il vient participer. Donc moi, j'appelle ça le breakfast. Voilà. Ok, voilà. On continue. Qui de vous deux est le plus gros travailleur? Moi, je dirais que c'est Lydia. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait à l'école, à la maison, ce qu'il fait à la maison, le CNED, c'est vraiment dur, je le vois faire. Ce qu'il enchaîne derrière en termes d'entraînement le matin, puis le soir, voilà, chapeau. Je sais que moi, j'aurais choisi le sport et j'aurais peut-être pas mis autant de dévotion à l'école. Et lui, il arrive à vraiment combiner les deux parce qu'il a de très très bons résultats scolaires. Et voilà, donc c'est lui. Qui de vous deux est le plus mauvais perdant? Moi. Ouais. Bon, ça c'est clair. Qui de vous deux est le plus grand trash talker, donc le plus grand chambreur? Toi. Je dirais moi, parce que lui, il est en train d'apprendre. Mais je pense que sa langue est bien pendue quand même. Voilà. Qui de vous deux est le plus fashion? Je dirais moi, et sans trop vouloir, j'essaie de faire en sorte de le mettre là-dedans. Il y a un match, hein. Vous voyez les photos, ouais. C'est un peu pareil. Hein. Oui, c'est un peu pareil, mais là, le papa, quand même, à ce niveau-là... Il y a les couleurs, hein. Non, c'est bien. C'est un peu street, il y a de tout. Continue. Qui de vous deux est le meilleur NBA 2K? Là, je vais même pas parler, parce que il est là. Il est là.
Allez, une dernière. Quel est ton plus grand mentor, Elijah? Qui tu suis le plus? Qui t'inspire le plus dans ta vie? Et j'aurai la même question pour le père après. Mes parents. Très bonne question. Et le père? Moi, ça a toujours été, ça restera ma mère. Toujours? Ouais, ah ouais. C'est rien à dire. On remonte le livre, rien que pour toi, maman, disponible un peu partout? Non, pas partout. Non? En fait, si vous le voulez, contactez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, et je vous l'enverrai avec grand plaisir. C'est vraiment un livre qui a été fait pour le partage, pas pour la vente, pas pour le... Voilà, donc avec grand plaisir, depuis des années, je l'envoie à ceux qui le désirent, et voilà. Bon, et ben, l'adresse, vous la retrouverez hein, bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à solliciter Samuel pour ça. On va remercier toute l'équipe, hein, c'est déjà l'heure de nous quitter, ça se passe. Oui, dis-moi. Si je peux juste partager une chose, parce que Samuel parlait du rêve américain. Moi, avant que je suis allé jouer en lycée en Virginie, mais avant, quand j'avais cette ambition d'essayer d'aller aux États-Unis, une des personnes que je suivais et qui m'avait donné cette vision que le rêve américain était possible, c'était Samuel. Oh, et ben voilà. Inspirant pour beaucoup de générations. Samuel, allez le suivre sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir.